ce protocole en ville et nous avions pour objectif de traiter, de conduire une étude prospective avec des médecins malades, puisque vous avez sans doute entendu, et je crois que c'est dans pas mal de pays occidentaux la même chose, que les médecins n'avaient même pas de protection. Donc en France, les médecins généralistes ont été très vite touchés. Aujourd'hui, on parle en France de 4 morts à l'hôpital, de 4 médecins morts à l'hôpital dans la gestion du Covid. Il faut savoir qu'il y en a plus de 10 fois plus en médecine de ville. Donc ça, sont des chiffres qu'on a obtenus par la caisse de retraite des médecins français libéraux. Et beaucoup de soignants ont été aussi touchés, parce qu'on n'a pas parlé, par exemple, des sages-femmes libérales, des infirmiers libéraux, etc. Donc en ville, ça a été extrêmement compliqué. Et nous avons donc proposé au ministère de la Santé de conduire une étude prospective avec le protocole du professeur Raoult pour évaluer à la fois l'efficacité et la tolérance. Et nous avions demandé au laboratoire Sanofi un approvisionnement en plaquenil. Le laboratoire Sanofi était prêt à nous le fournir et gratuitement, ce qui n'était pas le cas pour l'azithromycine, mais on était prêt à le payer. Et la Direction générale de la santé a refusé, enfin n'a même pas donné suite, en tout cas après plusieurs relances, et a répondu simplement par 2 décrets qui ont bloqué définitivement l'accès au plaquenil en ville et qui ont restreint donc le plaquenil de l'hydroxychloroquine, qui en ont restreint l'usage en milieu hospitalier et pour les patients sous oxygénothérapie, donc en phase tardive. Et donc le gouvernement, le ministère de la Santé a refusé cela. Nous avons essayé de comprendre ce qui se passait, le rationnel, etc. Et là, on a découvert pas mal d'informations et on s'est étonné de beaucoup de choses. Mais surtout, ce que nous avons tout de même voulu faire, hein, c'est exploiter les dossiers des personnes qui avaient eu de l'expérience sur le traitement. Et nous avons donc conduit une étude rétrospective sur 88 patients qui ont été traités soit par le protocole azithromycine hydroxychloroquine, soit par l'azithromycine seule, puisqu'à un moment, on n'avait plus accès au plaquenil. Et cette étude a été publiée il y a 3 jours dans une revue internationale asiatique. Je précise parce que ça a été extrêmement compliqué de pouvoir avoir une publication dans une revue classique. Et bon, on a vu ce qui s'est passé avec la communication de l'étude MERA dans le Lancet, ce qui est appelé maintenant Lancet Gate, et ce qu'il y a eu également comme publication curieuse dans le New England Journal of Medicine. Et nous avons soumis donc à des revues classiques ce papier. Et on a essuyé beaucoup de refus, mais pas du tout des refus justifiés, ni de reviewing comme on est censé en recevoir quand on soumet une publication. Donc on était bien conscient de la faiblesse de l'étude à partir du moment où c'était une étude rétrospective avec un petit nombre de cas, mais nous avons fait une analyse statistique assez pointue avec un chercheur de l'INSERM, un médecin-chercheur de l'INSERM pour faire une étude cas témoins, ce qui renforce la puissance de l'étude. Et puis surtout, c'est qu'on peut dire que nous, on a quand même l'habitude de publier avec des bons niveaux de publication. Donc, on n'a pas écrit quelque chose de médiocre. Et surtout, notre objectif, c'était aussi d'alerter et de donner des clés à tous les médecins de la planète, les médecins généralistes, d'attirer leur attention sur des choses qui nous avaient frappés très tôt et dont on ne parlait pas beaucoup, qu'on n'a pas beaucoup abordé dans les publications hospitalières, comme par exemple être très attentif aux dyspnées d'effort, donc aux essoufflements, mais à l'effort, pas au repos que les patients peuvent avoir,
aux oppressions thoraciques qui sont assez fréquentes, même très tôt, mais les gens n'ont pas forcément l'habitude d'en parler spontanément. Donc, voilà, on a attiré l'attention sur un certain nombre de paramètres qu'il fallait questionner systématiquement, par exemple. On a attiré aussi très tôt l'attention sur le fait qu'il fallait faire des scanners thoraciques très facilement parce que beaucoup de gens avaient des lésions au scanner alors qu'ils étaient très peu symptomatiques. Et un certain nombre voilà, de paramètres cliniques et de sémiologie qui nous paraissaient importants de partager avec la communauté scientifique. Voilà. Donc, du coup, nous avons soumis à une revue asiatique qui a pris 3 semaines pour évaluer, reviewer. Alors, aujourd'hui, on est critiqué en nous disant que ce n'est pas une revue standard, etc. Bon, on n'a aucun scrupule par rapport à ça, puisque vu la pauvreté de la qualité de ce qui est sorti dans le Lancet et New England, et en plus moi ayant publié dans le passé dans le Lancet, mais à une époque où c'était peut-être un peu plus honnête, j'ai pas de, voilà, ça m'est parfaitement égal les commentaires par rapport à tout ça. Notre objectif, c'est vraiment de faire réfléchir les gens, puisque nous avons vu qu'il y avait un très bon impact de l'association hydroxychloroquine-azithromycine, mais que l'azithromycine seule était aussi très intéressante. Et dans notre étude, on ne trouve pas de différence statistiquement significative, même si les chiffres sont meilleurs pour l'association. Et justement, notre étude, elle a pour but d'encourager les chercheurs à faire une étude comparative à grande échelle et surtout à identifier quels sont les patients qui tireraient plus de bénéfices du traitement avec l'association et quels seraient les patients qui tireraient le plus de bénéfices avec l'azithromycine seule. Voilà. Donc, on espère qu'il y aura des personnes qui se saisiront un peu de ces recommandations. Parce que, je voulais juste vous demander, Violaine, par rapport à cette étude-là, la tranche d'âge des personnes qui étaient dans ces traitements-là, est-ce que vous pourriez on a un range qui est assez large. On a quelques patients jeunes qui étaient puisque dans cette étude, c'est soit des médecins, soit des personnes de la famille de médecins, pour qu'on n'ait pas de problème, on va dire, qu'on ne soit pas attaqué sur les problèmes de consentement, etc. Et d'ailleurs, tout le monde a donné son consentement, mais on a des personnes avec un range assez large. Je vous renvoie à l'étude, parce que je n'ai pas les chiffres précis là en tête, je ne veux pas dire de bêtises, mais je vous renvoie à l'étude, tout est bien précisé dans les tableaux. Donc, on ne peut pas dire que notre étude, en tout cas, oui, était juste focusée sur que des patients jeunes. Il y avait des patients, je crois que, oui, je ne veux pas dire de bêtises parce que comme on l'a écrite il y a un bout de temps, je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais il y a des gens de plus de 70 ans, donc des personnes âgées aussi dans cette étude. Donc, le point qui est très interpellant, c'est qu'en France, on a dépensé énormément d'argent pour essayer de mettre en place des études comme vous avez sans doute entendu parler, Discovery et d'autres études. On en a toute une flopée. Et à ce jour, on n'a aucune étude pour laquelle on a des résultats en France, qui sont des études qui ont été financées par le ministère de la Santé. Donc ça, c'est très choquant. Ce d'autant plus qu'à chaque fois que l'hydroxychloroquine a été mise ou rajoutée dans des études, elle ne l'a pas été dans les indications préconisées par le professeur Raoult. Aujourd'hui aussi, par rapport à la chimioprophylaxie, donc utiliser l'hydroxychloroquine en prévention. On avait 2 études françaises, soi-disant, qui avaient été lancées et on a appris il y a quelques jours que l'une d'entre elles était arrêtée et l'autre, a priori, aurait des problèmes de recrutement. Donc, tout ça, ça veut dire qu'on ne va pas avoir de données sur le sujet. Donc, ça questionne, bien entendu. Oui, en parlant de questions, je pense que vu
C'est vrai que Salim, qui est avec nous ici, a fait pas mal de vidéos d'ailleurs sur toutes ces études-là. Un Lancet Gate, ça rappelle aussi, vous, sauf erreur, au mois de mai, Violaine, sur RT France, vous aviez d'ailleurs aussi donné votre avis sur tous les points faibles de cette étude-là. Mais il y a aussi une chose qui est Alors, pas… pas que sur RT France, hein, partout. Oui, il y avait pas que RT France, effectivement. Alors moi, Parce que quand on a été dans les premiers à alerter justement sur tous les dysfonctionnements, et on a été les premiers, je pense, à réanalyser justement les tableaux et à montrer que les deux populations déjà n'étaient pas du tout comparables en fait. Et ensuite, on a retrouvé plein de biais et bon, d'autres personnes ont réanalysé l'étude. Donc voilà, on a alerté tous les médias hein, sur le sujet. Alors après, ce qu'on peut dire effectivement, c'est qu'on a plus d'écoute, on va dire, sur certains médias que d'autres. Et à l'évidence, il y a des choses un peu curieuses qui se passent dans les prises de parole ou les gens qu'on met en face de vous sur les plateaux et autres. Il y a aussi, j'ai vu que vous êtes très actif sur Twitter aussi. Hein. Vous avez récemment tweeté que le ministre de la Santé en Angleterre demande de recompter les morts. Alors, moi, je n'ai pas suivi pour ce recomptage dans les autres pays, mais est-ce que c'est quelque chose qui va se faire en France aussi? Parce que là, maintenant, on parle d'autopsie, d'aller ressortir les morts, en Italie aussi, pour voir finalement quelles étaient les causes. Parce que avec tout ce brouhaha d'infos, les gens sont complètement perdus. Hein. Il y a eu tellement de rapidité, enfin, ça a été vraiment violent. Par rapport à ça, vous avez tweeté ce sujet par rapport à l'Angleterre. En France, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se faire aussi pour recompter les morts, voir… Vu ce qui se passe en France, ça serait miraculeux qu'on recompte les morts. L'avantage du collectif, en fait, c'est que on a été très surpris dans la manière dont des gens ont rejoint le collectif. Il y a un pool de bénévoles déjà, donc qui ne sont pas des soignants, qui est énorme. Et ça, on ne s'y attendait pas du tout. En fait, des gens de tout secteur qui ont envie de comprendre et qui nous ont remonté beaucoup d'informations. Après, il y a des soignants, pas que des médecins, et puis il y a des médecins. Et dans le groupe des médecins, il y a des médecins de différents pays. C'est d'ailleurs ce qui nous a mis en lien toutes les deux, puisque c'est un médecin suisse qui nous a mis en lien. Et on a des médecins espagnols, hollandais, qui nous renvoient des infos de tous les pays. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant. Également des infirmiers et des infirmières. Et on s'est aperçu que dans beaucoup de pays, des instructions avaient été données de comptabiliser tous les décès, par exemple, comme des décès Covid, même si ce n'était pas forcément des décès Covid. En France, moi j'ai eu des exemples un peu contraires, directement avec une de mes amies dont le père est décédé, était entrée à l'hôpital, diagnostiqué Covid, mais âgé, donc on l'a remis chez lui. Il est décédé chez lui. Donc, cette personne-là, a priori, elle n'est probablement pas comptabilisée dans les décès Covid. Donc, il y a des choses un petit peu bizarres. Là, il n'y a pas longtemps, enfin, il y a 2 jours, on nous a donné l'information que des infirmières d'un centre hospitalier de l'Est de Paris avaient reçu comme injonction de tout comptabiliser comme Covid. Donc, il faut qu'on éclaircisse ça parce que à l'évidence, il y a des problèmes, quoi. Donc, je crois qu'effectivement, comme vous dites, il y a beaucoup de choses à éclaircir, mais il y a aussi, on a beaucoup parlé dans l'émission des tests. Et apparemment, si j'ai bien compris, je voulais avoir votre avis par rapport à ça. Le nombre de cycles de reproduction pour déclarer un test positif, donc je parle de test PCR, est différent d'un hôpital à un autre. Est-ce que j'ai bien compris? vous avez bien compris, enfin pas forcément d'un hôpital à un autre, mais en tout cas de tests référence. Donc là, justement, Monsieur Chabrière de l'IHU a refait une communication pour rappeler qu'à l'IHU, il travaillait sur 35 cycles d'amplification. Et il y a forcément une hétérogénéité sur ce qui se passe. Bon, là aussi, au niveau des tests, il y a plein de choses très incompréhensibles. À partir du moment où, premièrement, on aurait pu avoir des tests beaucoup plus tôt, puisqu'il y avait des pays
qui en avait mis au point. On aurait très bien pu acheter des tests très tôt aux Allemands, aux Chinois. Alors, bon, après, il y a cette crise, elle est très multifactorielle, hein, parce qu'en fait, il y a plein d'intérêts en jeu. Et bien entendu, on a quand même un laboratoire qui s'appelle Pasteur Diagnostic, hein, qui a forcément voulu mettre au point aussi ces tests. Et on peut comprendre que chaque pays essaye de placer peut-être sa technologie, mais dans un cas d'urgence et de décès, ce n'est pas acceptable. Donc, là aussi, il y a tout un travail à faire pour comprendre ce qui s'est passé sur les tests et puis évaluer la qualité de tout ce qui est à disposition. Je voulais vous demander si vous avez testé des patients de la grippe, parce que justement, un médecin à Genève m'a dit que comme il n'avait pas pu avoir les tests pour tester le coronavirus, celui-ci, eh bien, il a testé ses patients avec les tests de la grippe pour voir si enfin, l'un forcément allait annuler l'autre si c'était des tests positifs à la grippe. Vous avez remarqué des cas de grippe cette année? Parce qu'apparemment, ça a disparu des comptages. Alors, nous, en France, on ne fait quasiment pas de tests de grippe en routine. On ne fait pas du tout de tests. Il faut savoir que la population française est extrêmement vaccinée par les vaccins saisonniers de la grippe. Donc, on a posé, en tout cas les libéraux, on a posé la question à chaque fois de savoir si la personne avait été vaccinée ou pas contre la grippe. Puisqu'en plus, on n'avait même pas accès aux tests PCR, hein, parce que c'est ça qu'il faut comprendre aussi. On ne pouvait même pas tester. Donc, c'est pour ça que la clinique était importante, d'essayer de savoir qu'est-ce qui pouvait différencier cliniquement un Covid d'une grippe classique. Donc, les critères d'agueusie, d'anosmie, par exemple, sont quand même assez en faveur d'un Covid plus que d'une grippe. Les oppressions thoraciques, moi j'ai trouvé que c'était quand même, on observe rarement ça sur une grippe. Donc on peut pas, en France on ne pouvait pas tester et faire la différence. Bon, enfin, je dis en France, en ville, parce que j'ai eu connaissance de patients qui étaient tellement paniqués par la situation qu'ils sont carrément, qui ont pris leur voiture et qui sont descendus à l'IHU à Marseille, depuis Paris. Et j'ai vu les bilans qui étaient faits à Marseille par l'équipe du professeur Raoult, où là, il testait beaucoup de souches virales. J'ai un patient en tête, là, je crois qu'il y a eu près de 25 ou 30 souches testées. Donc, différents coronavirus, il y avait différents virus classiques. Donc, je pense qu'eux ont une très, très bonne idée de ce qui a pu se passer. Mais en ville, je vous dis, on n'avait même pas la PCR classique en routine. C'est fou, hein, quand on a l'impression en 2020 d'avoir un progrès au niveau, en tout cas, de la pharma, des traitements. Enfin, on a l'impression d'être au Moyen-Âge quand on entend les coulisses des moyens mis à disposition. On va revenir, Violaine Guérin, avec des questions pour vous. Mais Salim, ce soir, avait envie de nous parler de certaines choses qui sont en général pas très diffusées, hein, en tout cas pas dans les médias mainstream, comme on les dit, sont les procès perdus par Big Pharma. Et Salim, tu avais envie de nous partager quelques informations par rapport à ça. Oui, bonsoir à tous nos auditeurs. Merci beaucoup au Dr Guérin d'être venu nous expliquer son expérience et notamment son dernier article qui corrobore l'efficacité des travaux de l'IHU et pas de Marseille et Méditerranée et pas que, puisque c'est dans d'innombrables pays de par le monde. Nous sommes dans le peloton de fin. Nous sommes les derniers ou plutôt les premiers en taux de mortalité par million d'habitants. Enfin bon, bref. Je voulais vous parler aujourd'hui en fait, on nous explique que c'est Big Pharma qui va nous sauver. Là, on a déjà quitté l'idée d'un traitement. Maintenant, c'est vaccin, vaccin, vaccin. C'est-à-dire qu'en Belgique, on a des autorités sanitaires qui nous expliquent qu'ils vont porter le masque jusqu'à l'arrivée du vaccin. Alors qu'on pourrait dire jusqu'à l'arrivée d'un traitement ou du vaccin. Si on veut être logique, si on veut être
équitable. Et si on veut être scientifique, tout simplement, médecin. Là, non. Là, on nous dit, on va avoir une vie normale pour réavoir une vie. Comme si on avait une vie anormale aujourd'hui. Non, moi, excusez-moi, je vis tout à fait normalement. Hein. Je travaille quasiment tous les jours. Je sors, je fais ce que j'ai à faire le plus normalement du monde. Enfin, la peur, elle est vraiment chez ceux qui ont envie d'avoir peur et qui ont été, pour moi, qui sont tombés dans le panneau des médias. D'ailleurs, s'il y a bien une distanciation à pratiquer, c'est la distanciation médiatique. Donc, en fait, je voulais rappeler donc qui sont Big Pharma. Big Pharma, le cartel de Big Pharma. C'est 1300, je le dis assez souvent, 1300 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Et c'est énormément de scandales, énormément de scandales. Et là, je vais vous parler des procès perdus dans des tribunaux. C'est-à-dire que vous avez Pfizer, Eli Lilly, Novartis, Roche, qui prennent les plus gros cabinets d'avocats au monde, payés des fortunes et qui perdent au tribunal. Sachant, par exemple, qu'aux États-Unis, voilà, les États-Unis sont quand même, c'est des libéraux, voilà, ils laissent faire, ils dérégulent, ils facilitent tout le temps la réglementation, mais ils ont été condamnés, c'est-à-dire que ça ne supporte aucune contradiction. Le jugement est tombé, ils ont payé. Alors très souvent, ils ont tellement peur des procès qu'ils signent pour des accords. Voilà. Et ça, pour moi, c'est un concept qui me dépasse. C'est-à-dire, vous avez des milliers, des dizaines de milliers de morts. Ils signent un accord à 1 milliard, 2 milliards. Il n'y a personne qui va en prison. Les victimes prennent l'argent, plutôt les familles des défunts récupèrent l'argent. Et on passe à autre chose en attendant un prochain scandale. Alors, dernièrement, vous l'avez. Alors, on ne peut pas dire que les médias n'en parlent pas, Emma, puisqu'on en parle, sauf que c'est un petit filet comme ça, rapide. Et c'est terminé. Par contre, là, maintenant, je vais vous donner une petite liste qui va vous donner une idée globale et encore, elle est vraiment, vraiment pas exhaustive. Donc, le scandale des opioïdes, j'en parle aussi très régulièrement. D'ailleurs, c'est totalement en lien avec le Covid-19 puisque le CDC vient d'expliquer qu'à cause de cette crise sanitaire et du stress, ça va faire exploser de 20 à 30% les overdoses à l'oxycodone, l'oxycontin de Pourdoux, etc. Et étant donné que c'est 70 000 morts par an, 20% d'augmentation de 70 000 morts par an, c'est une boucherie. Hein, on est bien d'accord. Ça fait 14 000 morts supplémentaires. Hein. Donc, les opioïdes, ben, il y a 3 distributeurs américains qui ont été condamnés à 250 millions d'euros, ainsi que le laboratoire Teva dans 2 comtés de l'Ohio. Ça, c'était il y a 2-3 semaines. Purdue Pharma, le fabricant de l'oxycontin, et Teva avaient négocié avec l'État et ont accepté de payer respectivement 270 et 425 millions d'euros dans une autre affaire. Parce qu'il y a des milliers de patients qui se plaignent dans plusieurs comtés de plusieurs États. Et en fait, à chaque fois, il y a procès et amende. D'ailleurs, Purdue Pharma est en faillite. Johnson & Johnson a payé 20 millions d'euros en Ohio en octobre 2019. 572 millions d'euros en août 2019 en Oklahoma. Voilà. Donc, et c'est pas fini, ce n'est que le début. Vous voyez, on parle d'un milliard, plus d'un milliard, 1 milliard d'euros. Concernant le Mediator, la fin du procès, vous l'avez vu, c'était ce mois de juillet, début juillet, 6500 personnes parties civiles. Bon, la France, elle est connue pour ses amendes ridicules, donc 10,228 millions d'euros requis. On aura le verdict en septembre. L'ANSM, l'agence du médicament, l'ex-AFSAPS, a été condamnée. Donc, elle était jugée pour homicide et blessures involontaires par négligence à une amende de 200 000 euros. Voilà, il faut le savoir. Donc, d'ailleurs, j'ai vu que le docteur Guérin avait fait une remarque très intéressante concernant l'utilisation du remdesivir dans les bras Discovery, etc. Alors que l'on a appris que ce n'est que le 2 juillet que l'ANSM a donné une autorisation temporaire d'utilisation au remdesivir, donc de Gilead. Donc, comment ont-ils pu utiliser, je n'ai pas trop compris
ce schmilblick, mais bon, c'est la NSM, quoi. On sait comment il fonctionne. Le Fosamax, les biphosphonates, c'est une catastrophe. C'est Merck qui fabrique ça. Donc, c'est décembre 2013. Il a accepté de payer un total de 27,7 millions de dollars à 1200 plaignants dans le cadre d'un recours collectif parce que ce médicament, qui a une demi-vie extrêmement longue, qui reste dans l'organisme et qui crée des ostéoradionécroses gravissimes. Gravissimes, c'est-à-dire que les femmes qui ont pris ce médicament, elles n'ont pas le droit d'avoir des infections dentaires. Tapez biphosphonate et ostéoradionécrose, vous allez voir des images extrêmement violentes. Hein, c'est terrible. Environ 4000 affaires attendent toujours d'être jugées et réglées en août 2014. Voilà. Merck et le Vioxx, prescrits dans le traitement de l'arthrose, alors responsable de 88 000 à 139 000 crises cardiaques, dont 27 785 décès en 4 ans, de 1999 à 2003. Vous entendez les chiffres? C'est la ville de Toulon, quoi. Hein. 88 000 à 139 000 crises cardiaques, c'est gigantesque, et 27 785 décès. Merck a conclu un accord de 58 millions de dollars avec 30 États, alléguant que Merck s'était livré à des tactiques de marketing trompeuses pour promouvoir le Vioxx. Ça, c'est juste marketing trompeur. C'est même pas les dégâts, les dommages et intérêts. Le 7 février 2008, Merck a accepté de payer plus de 650 millions de dollars pour régler des accusations selon lesquelles elle aurait systématiquement surfacturé Medicaid pour ses médicaments les plus populaires. Donc, surfacturation. C'est un comportement de voyou. Il n'y a rien d'autre. Vous allez voir. De 2002 à 2005, la filiale australienne de Merck a fabriqué Elsevier, le hollandais, le plus grand éditeur de sciences médicales. Voilà, quasiment tout le monde, tous les jolis, tous les bouquins de médecine, d'anatomie, les beaux dessins, tout ça, c'est chez eux, plus la publication d'articles de recherche. Donc, ils ont fabriqué, ça j'en ai très souvent parlé à plusieurs reprises, une fausse revue qui a fait de faux articles pour faire la promotion notamment du Vioxx et des produits de Merck. Voilà, c'est tout, rien que ça. Parce qu'on parle du Lancet Gate, mais c'est rien. Là, c'est carrément une fausse revue avec de faux articles qui font la promotion, qu'on distribue gratuitement dans les cabinets médicaux, voilà. Et c'est quand même gravissime. Pfizer, le scandale de l'amiante, 430 millions de dollars qui ont été payés avec un placement de 535 millions de dollars supplémentaires dans une fiducie. Donc, ça fait 1 milliard de dollars. Pfizer, c'est quasiment le top 5, hein, ou voire le top 3. Concernant la trovafloxacine, c'est un médicament, je crois, c'est un antibiotique anti-méningite qui a été utilisé au Nigeria sur des enfants, sur 200 enfants, dont 50 sont morts. Voilà, 50 qui sont morts. Ils l'ont utilisé. Alors, écoutez bien, ils n'avaient aucun formulaire de consentement. Et quand on leur a demandé au procès, ils en ont fabriqué, ils ont fait des faux. Tout ça a été jugé dans le tribunal. Donc, ils ont utilisé des médicaments nouveaux sur des cobayes africains. C'est pas cher, tranquille, la corruption, c'est facile. 50 morts. Et après, ils falsifient les documents dans les tribunaux. C'est hallucinant. Blue Cross Blue Shield, l'affaire, la compagnie d'assurance maladie a déposé une plainte contre Pfizer pour avoir prétendument commercialisé illégalement les médicaments Bextra, Géodan et Lyrica. Le Lyrica, c'est très connu puisque c'est une drogue qu'utilisent les jeunes, beaucoup en Algérie d'ailleurs, c'est un drame. Donc, ils ont utilisé des pots de vin et ont persuadé à tort les médecins de prescrire ces médicaments. OK ? L'affaire a été réglée en 2014 pour 325 millions de dollars. Des pots de vin, la mafia, les pots de vin. Le Zyprexa d'Eli Lilly, Zyprexa, je crois que c'est pour la schizophrénie. Elle a plaidé, Eli Lilly a plaidé coupable de la promotion active du Zyprexa pour des utilisations hors AMM, en particulier pour le traitement de la démence chez les personnes âgées. La sanction a été de 1,415 milliards de dollars, avec un règlement civil à 800 millions et une amende pénale de 515 millions de dollars, juste pour le Zyprexa.
Concernant le prix de l'insuline, là aussi, ça fait un scandale phénoménal aux États-Unis parce qu'ils ont doublé leur prix d'insuline. Donc, ces gens ne sont pas là pour vous soigner, ne sont pas là pour faire de la santé publique, ils sont là pour faire de l'argent, beaucoup, beaucoup d'argent. J'ai même vu des Américains prendre des jours de RTT, enfin, si on peut appeler ça comme ça chez eux, pour aller faire 2000 km au Canada pour économiser 1000, 1500 $ pour un traitement de 1 mois, 2 mois, 3 mois et redescendre chez eux. D'ailleurs, il y a la même chose de l'autre côté au sud, ils partent à Cuba pour acheter des médicaments pas chers. C'est vous dire, quand on nous explique que ces gens sont là pour la santé publique, ça n'a absolument aucun sens. C'est-à-dire, d'accord, vous êtes fort, vous fabriquez des bons médicaments, mais on ne peut pas les utiliser. À quoi ça sert tout ça? On ne sait pas trop. Pour finir, Novartis, grand barbare du cartel, en septembre 2013, les autorités japonaises ont perquisitionné Novartis pour avoir falsifié les données concernant le Diovan. En mars 2014, l'organisme chargé de la concurrence en Italie condamne Novartis et Roche à des amendes de 182,5 millions d'euros pour entente illicite afin d'empêcher l'utilisation de l'anticancéreux Avastin dans le traitement de la DMLA, la dégénérescence maculaire, etc. En février 2018, le parquet grec lance des poursuites pour corruption contre un dirigeant en Grèce de Novartis et demande au Parlement d'éclaircir le rôle d'anciens ministres dans ce dossier de Baudevin présumé. Donc là, vous avez entendu, hein, Japon, Italie, Grèce. C'est dingue. Et pour finir, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une loterie mise en place par Novartis avec le médicament contre l'amyotrophie spinale, le Zolgensma, qui coûte 2,1 millions d'euros, de dollars le traitement. Et ils ont décidé de prendre 100 personnes, 100 bébés dans le monde, au hasard, une loterie, pour leur offrir ce traitement. C'est d'une sauvagerie, il faut être inhumain. C'est-à-dire que, et les autres, comment on va faire? Comment d'abord, la question qui se pose le plus simplement, comment est-il possible qu'un traitement puisse coûter aussi cher? Ça n'a pas de sens. Je rappelle qu'ils ont, le travail contre ce médicament, pour ce médicament vient du Généton ou Génotan français, donc l'argent public et des dons des Français, et ils l'ont racheté à la France, et ils l'ont fabriqué, maintenant ils le vendent à 2,1 millions de dollars le traitement. Voilà. Enfin, l'affaire du cartel des vitamines à la fin des années 90 entre Roche, BASF et Ron Poulenc. Donc, ils se sont mis ensemble pour décider du prix des vitamines dans le monde entier pour ne pas qu'il baisse. C'est un cartel, enfin, c'est un monopole sur les vitamines. Donc, Roche, BASF, RP, ils ont été condamnés par la justice. C'était en 1990. Voilà pour résumer vraiment, peut-être même pas 10% des affaires qui concernent Big Pharma, le crime organisé, comme l'explique parfaitement Peter Gutsch, le professeur Peter Gutsch, qui a écrit un livre extraordinaire sur ce sujet. Et ça n'a pas changé. Je ne vois pas pourquoi ceux qui ont été condamnés pour toutes ces pratiques criminelles, hier, avant-hier, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, je ne vois pas pourquoi ils vont changer aujourd'hui. Je ne vois pas pourquoi on les croirait. Enfin, ça n'a absolument aucun sens. Il faut être extrêmement vigilant. Alors, on n'est pas là pour condamner tout le monde et jeter tout, pas du tout. Non, il faut savoir à qui on a affaire. Voilà. Oui, effectivement. Tal, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je sais quelque chose, c'est que tout ce drame de Big Pharma avec les médicaments n'est rien à côté du drame de Big Pharma avec les vaccins. Parce que depuis 1986, ils ont l'impunité totale. Et il n'y a aucun contrôle depuis cette époque sur ce qu'il y a dans les vaccins. Il y a un très beau film qui vient de sortir qui s'appelle 1986, La Loi, de Andy Wakefield, qui est un grand savant dans ce domaine-là. Et le film est brillant. Il dure 2 heures, mais il vous montre toutes les étapes de comment les fabricants de vaccins, il y avait tellement de plaintes contre eux avant 1986 qu'ils ont réussi à faire passer au Sénat une loi qui les exempte de tout et qui font que depuis, ils ne sont pas contrôlés du tout. Ils mettent ce qu'ils veulent. C'est pour ça que le vaccin qu'ils vont nous sortir, ils font ce qu'ils veulent, les essais, tout ça. Ils n'ont aucune législation qui les tient. Ils mettent ce qu'ils veulent dans les vaccins. Ils mettent de l'aluminium à des doses toxiques. Il y a de quoi tuer. Il y a 50 fois la dose toxique. Ils mettent 235 produits chimiques. C'est délirant. Et le monde des vaccins, il gagne encore beaucoup plus d'argent qu'avec les médicaments d'avant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le monde vaccinal
veut à tout prix vacciner tout le monde. Parce que, quelque part, il gagne encore plus qu'avec les médicaments d'avant. Ça nous oblige à nous éveiller, à dire, non mais est-ce qu'on va vraiment laisser ces gens faire ça? Je voulais juste ajouter cette remarque. Oui, c'est vrai, Tal, c'est des choses qu'on dénonce, mais quand on voit les montants des chiffres d'affaires de Big Pharma à l'année, ils ont les moyens de payer leurs amendes. Donc, Mais oui, pour eux, c'est rien. Ils calculent à l'avance. Voilà. Pour le Fox et d'autres, ils avaient calculé, on va gagner 10 milliards, on va devoir payer 1 milliard d'amendes, il nous en reste 9. Voilà. Tout va bien. C'est rapide, hein, c'est un calcul très simple. Hein. Je voulais quand même dire une petite chose, si c'est possible, Bien sûr. qui me paraît importante. On a tous besoin quand même d'une industrie pharmaceutique et il faut absolument qu'on œuvre tous pour qu'elle redevienne éthique. Moi qui suis endocrinologue, tous les traitements substitutifs, par exemple, hormonaux, on en a besoin, sinon les gens vont mourir. Bien sûr, Donc, bien sûr. je pense qu'il faut qu'on responsabilise beaucoup déjà les citoyens pour effectivement que les citoyens n'acceptent pas un certain nombre de choses et que les citoyens agissent vraiment de façon constructive pour imposer un certain nombre de règles. Et par exemple, un point tout à fait fondamental, c'est la pharmacovigilance. Et aujourd'hui, la pharmacovigilance, si elle est mal faite, c'est parce qu'en fait, on nous oblige, nous, à la faire nous-mêmes, non rémunérés, sur nos horaires, et déclarer un dossier de pharmacovigilance. Si vous le faites bien, si vous répondez aux allers-retours éventuellement sur votre dossier et tout, ça peut vous demander une journée de travail. Donc, il serait très important d'obliger en fait les laboratoires, quand on déclare un événement de pharmacovigilance, à rémunérer le médecin qui fait les déclarations et qui fait le travail. Donc, on a un tout petit peu amélioré les situations avec les centres de pharmacovigilance, mais le centre de pharmacovigilance, si c'est un patient qui déclare au centre directement, ça va revenir chez nous de toute façon. Donc, il faut absolument mettre ce cadre, c'est indispensable. Et puis, bon, par rapport aux techniques de développement, bien entendu, on ne peut pas accepter qu'on compresse une phase 1 avec une phase 2, etc. Donc, moi, ce qui me surprend dans cette crise, et en particulier auprès des médecins, c'est que je trouve les gens extrêmement passifs, y compris le corps médical. Et je pense que si vous pouvez agir en faisant élever les niveaux de conscience, bien faire comprendre aux gens qu'on est tous concernés par notre santé et qu'on peut faire des très belles choses, parce que mon expérience à moi, c'est justement d'avoir vu la très belle industrie pharma, utile, vraiment positive, et puis d'avoir vu les catastrophes. Donc, il faut qu'on revienne à cette médecine éthique, à cette recherche éthique. Voilà, je pense que c'est vraiment un gros message que je veux passer, moi. Justement, oui. Si vous le permettez, concernant la passivité du corps médical, qui moi me terrorise, moi je suis vraiment choqué. Par contre, j'ai quand même ma petite idée là-dessus, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Moi j'ai fait mon cursus à Marseille, c'était le PCEM à l'époque, et après j'ai bifurqué, j'ai fait chirurgien dentiste. Et la formation actuellement avec les QCM, moi je ne trouve pas ça très bien. Je trouve même ça catastrophique. Enfin, à l'époque, peut-être que ça a changé maintenant avec le PACES, mais le truc des QCM, avec le concours d'entrée très sévère, et après on rentre dans un monde où on a les pontes, les professeurs qui font la nuit, enfin la pluie et le beau, enfin ils font ce qu'ils veulent, tout le monde est terrorisé. Je le sais, je l'ai vécu, je l'ai vu de l'intérieur. Ça forme pas des praticiens indépendants. Après, on les balance dans la vie professionnelle, on leur met l'épée de Damoclès sur la tête, le Conseil de l'ordre, donc faut rien dire de travers, faut rester sur les clous, sinon ça peut déraper très vite. Et bien sûr, une pression fiscale, des journées de boulot phénoménales. Comment vous voulez, franchement, fabriquer des oraux, quoi? Comment vous voulez fabriquer Pourtant, j'ai vécu, j'ai fréquenté des amis, c'est des grandes gueules, c'est des gens très intelligents, mais c'est pas des gens qui sont prêts à se lever
parce que je pense qu'ils ont été brisés par le système. Moi, je pense que un des problèmes, il y a différents problèmes, hein, comme vous l'évoquez, il y a des problèmes économiques, etc. Mais la médecine, aujourd'hui, il faut qu'elle reste sur ses bonnes bases fondamentales, en tout cas en France, parce que c'est très différent d'un pays à l'autre, qui était qu'on était des grands cliniciens et des grands sémiologistes. Et dans la crise du Covid, par exemple, quand vous dites aux gens restez chez vous et appelez le 15 ou faites de la téléconsultation, eh bien, les patients n'étaient pas auscultés. Et pour aller faire vraiment un dépistage précoce des complications, comme je l'expliquais, que ce soit avec des oppressions thoraciques ou des essoufflements, des choses comme ça, si vous n'examinez pas les malades, vous ne pouvez pas diagnostiquer. Donc là encore, on est dans des raisons économiques parce que ça coûte moins cher de payer une téléconsultation, etc. Et qu'on veut développer cette médecine-là. Et ça, c'est catastrophique. Donc, on en revient encore à ces problèmes d'humanité, de rentabilité. Et on oublie aussi le lien avec le patient qui est tout à fait essentiel parce que voilà, un patient, ce n'est pas un bras, un cœur, c'est quand même… c'est ça que j'aime beaucoup dans l'endocrinologie, c'est justement de prendre les gens dans leur globalité. Donc ça, c'est vraiment un des problèmes majeurs, je pense. Et puis, comme vous le soulignez, juste dernier, comme vous le soulignez, alors là, on va opposer la France et la Suisse, par exemple. Bah, quand en France, vous avez une consultation d'un médecin généraliste rémunéré à 25 € et que vous déduisez les charges du médecin, etc., il lui reste 10, 12 €. Donc, ça veut dire qu'il n'est même pas au SMIC quasiment. Alors, en Suisse, c'est différent. Vos consultations sont mieux rémunérées. Il y a plus de respect aussi du corps sanitaire par rapport à ça. Au Québec aussi, d'ailleurs. Donc, il y a plein de problèmes à appréhender. Et aujourd'hui, les médecins ont peur, effectivement, puisque là, on a vu des médecins menacés par les conseils de l'ordre en France. Ça aussi, c'est complètement hallucinant. Donc, les gens sont dans leur peur aussi et beaucoup de gens sont découragés. Mais vous avez fait une mention, Dr Guérin, tout à l'heure, qui est d'élever les niveaux de conscience. Parce que c'est vrai que même si les situations sont différentes dans tous les pays, il y a quand même une chose qu'il faut dire, c'est que nous sommes tous des consommateurs avant d'être des patients. C'est-à-dire aussi de comprendre certaines choses. Parce qu'évidemment, il y a le cas des urgences, mais il y a aussi de comprendre, d'ouvrir les yeux, comme vous disiez, d'élever les niveaux de conscience aussi par se documenter, savoir d'où on vient, ce qui a été fait dans les années précédentes, et aussi de comprendre finalement que la confiance, ça se crée, ça se construit. Et justement, ça me fait penser à Jean-Jacques qui avait envie de nous parler ce soir d'une expérience en fait sur la torture psychologique. Et tout est lié. Alors Jean-Jacques, tu m'as vraiment fait envie tout à l'heure en préparant l'émission. Alors je te donne la parole. Oui, c'est un peu paradoxal de dire qu'on peut faire envie en parlant de torture psychologique, mais effectivement, j'ai été très inspiré par une vidéo qui a été mise en ligne par une lanceuse d'alerte canadienne anglophone, dont vous voyez l'image à l'écran. Elle se nomme Amazing Polly et c'est une femme qui fait un travail extraordinaire d'information depuis des années. Pour l'instant, il n'existe pas de version sous-titrée de cette vidéo, mais il est toujours possible d'activer les sous-titrages et la traduction automatique au niveau des sous-titrages sur YouTube. Et elle a eu cette brillante idée de reprendre un rapport annuel de Amnesty International de 1975, qui était donc un de ces rapports sur la torture dans le monde. Et Amnesty, dans ce rapport-là, avait repris la définition de la torture et les 8 critères grâce auxquels on peut reconnaître une situation de torture physique ou de torture psychologique. Et donc, ils se sont basés sur une charte que je ne connaissais pas. C'est la charte de coercition de Biederman. Albert Biederman est quelqu'un qui est né en 1923. Il vit toujours d'ailleurs, donc il a 97 ans. Ça l'a bien conservé, cette activité. Et lui, donc, était un psychologue social qui a travaillé pour l'armée américaine et qui a théorisé les éléments qui permettent de torturer
les individus que l'on veut interroger, dont on veut retirer des informations ou que l'on veut soumettre à différentes fins, sans démolir évidemment les gens que l'on essaye de faire parler, évidemment, parce que quand on veut faire parler quelqu'un mais qu'on le tue, finalement, ce n'est pas le but qui est recherché au départ. Et donc, dans cette charte de coercition de Biderman, il y a 8 critères, et ce que Amazing Polly a fait dans sa vidéo, qui est absolument brillante, c'est une vidéo de 3/4 d'heure, c'est qu'elle a repris chacun des critères et elle les a confrontés à la situation qu'on nous impose depuis le début de cette pandémie. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Alors, pourquoi est-ce que je trouve ça intéressant et pourquoi est-ce que j'avais envie de consacrer une rubrique à cela? C'est parce que, bon, moi, ça fait quand même plus de 30 ans que j'accompagne des personnes et je sais que le premier pas d'un processus de guérison, c'est de reconnaître la réalité, reconnaître la souffrance dans laquelle on se trouve, reconnaître le trauma dans lequel on s'est retrouvé. Donc, pour moi, c'est toujours le premier pas d'un processus de guérison, c'est de ne plus être dans le déni du trauma dans lequel on a été soumis. Et donc, c'est pour cela que je m'adresse à nos auditeurs aujourd'hui, c'est pour que vous ayez peut-être juste la possibilité de reconnaître que nous avons été collectivement mis et soumis dans une situation de torture psychologique. Et à partir de là, à partir de cette reconnaissance, il y aura peut-être un processus de reconstruction psychologique qui pourra être fait. Bien. Alors, je vais passer en revue rapidement ces 8 critères qui viennent de la charte de Biderman et les illustrer rapidement. Le premier critère, c'est très intéressant, c'est que quand on veut torturer quelqu'un, quand la CIA veut torturer quelqu'un, quand l'armée américaine veut torturer quelqu'un, mais ça se fait dans toutes les prisons du monde, évidemment, c'est qu'on va isoler le prisonnier. Et l'isolement, c'est une façon de priver la victime de tout soutien social qui lui donnerait la capacité de résister. Évidemment, quand quelqu'un est isolé, alors que nous, les êtres humains, nous sommes des animaux sociaux, eh bien, on se retrouve déjà dépourvu d'un certain nombre de ressources. L'impact et l'effet recherché de l'isolement aussi, c'est de développer chez la victime une préoccupation intense à propos d'elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, elle va être retournée contre elle-même et du coup, ça va rendre la victime dépendante de l'autorité, que ce soit l'interrogateur, que ce soit le bourreau. Cette personne va devenir dépendante. C'est à quelle sauce est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Alors, si on fait le rapprochement avec ce qui nous a été imposé dans cette gestion de pandémie, si je prends quelques exemples, évidemment, je fais allusion tout de suite au confinement, à l'autoconfinement, qui est un nouveau vocabulaire. Je vous rappelle que jamais dans l'histoire de la médecine, jusqu'à présent, on a confiné des personnes bien portantes et en plus, on n'a jamais utilisé même le vocabulaire de confinement. On a toujours parlé d'isolement des malades, on a toujours parlé de quarantaine, on n'a jamais parlé de confinement. Et quand on regarde dans le dictionnaire ce que veut dire confinement, eh bien, c'est un synonyme d'emprisonnement. Donc, c'est vraiment déjà intéressant au niveau du choix du vocabulaire. On nous a imposé les quarantaines après des voyages. Je connais des personnes qui sont coincées dans un pays depuis 6 mois maintenant, isolées de leur famille, de leurs conjoints, etc. On a interdit tous les regroupements, que ce soit les regroupements sportifs, les regroupements culturels, les regroupements religieux. Les écoles ont été fermées, les familles ne pouvaient plus se retrouver. On a isolé les personnes âgées dans les EHPAD, dans les CHSLD, etc. C'est-à-dire qu'on a laissé même mourir les personnes âgées sans aucun réconfort. Donc, je dirais que rien que ce critère, ce qui est le premier critère de la charte, suffirait à pouvoir dire et affirmer que nous avons été soumis à une torture psychologique. Deuxième critère, c'est ce que Biderman appelle la monopolisation de la perception. C'est-à-dire qu'en fait, on va focaliser complètement la perception des individus qu'on veut torturer sur des éléments que le bourreau a choisis lui-même. Ça me fait d'ailleurs penser à cette image du film de Stanley Kubrick, Orange Mécanique, où à un moment donné, on met quelqu'un dans un fauteuil et on lui ouvre les yeux pour le forcer à regarder des images absolument atroces. Il n'a pas la possibilité de fermer les yeux ou de détourner le regard. C'est un peu la même chose qui s'est passée, puisque l'effet et l'impact recherché, c'est de fixer l'attention sur une situation difficile immédiate.
Et donc, ça va forcer de nouveau la rumination. Ça élimine aussi les informations qui sont en compétition avec celles qui sont contrôlées par l'autorité. Hein, c'est intéressant. Et on va punir, toujours dans cette monopolisation de la perception, toutes les actions qui sont contraires à la soumission. Alors, donc là, évidemment, c'est assez facile de voir le parallèle avec la gestion de la crise, puisque qu'est-ce qu'il y a eu, c'est que le fait que les gens étaient isolés chez eux, ça les a, je dirais, ça les a amenés assez naturellement à écouter les médias en continu et donc à recevoir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le décompte des morts, le décompte des cas, etc. Donc, on les a effectivement on a monopolisé leur perception uniquement sur qu'est-ce qui se passe dans le monde, combien de cas nouveaux, combien de morts nouveaux, etc. Le fait de fermer les restos, les bars, les écoles, ça a aussi éliminer toutes les distractions possibles. Or, distraction en latin, ça vient de distraere, c'est tirer loin d'eux. Ça veut dire qu'en fait, on a été refocalisé de nouveau sur le petit écran. Alors, bien entendu, la monopolisation de la perception, c'était aussi utiliser tous des éléments de propagande et de culpabilisation. Hein. Souvenez-vous, chaque fois que quelqu'un sortait alors que le confinement était obligatoire, on leur disait vous êtes en train d'être responsable potentiellement de la mort de certaines personnes, vous êtes en train de répandre le virus, hein, mais quand vous restez chez vous, vous sauvez des vies. Et toutes ces phrases qui ont été répétées à l'envi des centaines et des centaines de fois, donc c'est véritablement comme des mantras qui ont fini par s'imposer à l'inconscient des personnes. Je ne parle pas évidemment de la censure de tous les réseaux sociaux qui ont permis d'avoir une pensée unique. Moi, je suis très frappé de comparer la gestion de la crise H1N1 avec la gestion de la crise Covid-19. Dans H1N1, on avait encore dans les médias dominants des opposants à la pensée unique ou au discours officiel. Il y avait encore des débats contradictoires. Ici, je n'ai vu aucun débat contradictoire dans les médias dominants, c'est-à-dire une censure de plus en plus violente des médias sociaux. On a même fait des collectes de fonds auprès du public. C'est encore une façon de dire il n'y a que ça qui compte. Et comme le disait Salim tout à l'heure, on est en train de nous faire croire que le seul je dirais le seul salut pour revenir à la normalité, ce sera lorsque le vaccin sera disponible pour tout le monde. Alors qu'il y a, comme le signalait le docteur Guérin tout à l'heure, il y a plein d'autres remèdes et plein d'autres approches qui pourraient effectivement régler les choses. Et je ne parle même pas des médecines naturelles qui ont été mises de côté dès le début de la pandémie, puisque dès le début, on a fermé tous les cabinets de naturopathes, d'ostéopathes, d'homéopathes, etc., sauf s'ils étaient eux-mêmes médecins. Troisième critère de Biderman, c'est induire un épuisement. Hein. Donc, c'est l'épuisement induit, et ça, on le voit très bien dans les scènes de torture, dans les films d'action. C'est que quand on veut faire parler quelqu'un, même dans un interrogatoire policier, on va le priver de sommeil, on va le priver de nourriture, etc. Et l'effet recherché, c'est d'affaiblir toute aptitude mentale et physique à résister. Hein, et regardez, je dirais que le fait d'obliger maintenant les gens à porter un masque alors qu'il n'y a plus de virus en circulation, plusieurs scientifiques de différents pays le prouvent, eh bien, le fait de respirer son dioxyde de carbone et de diminuer le taux d'oxygène dans le sang, rien que cela, ça diminue la capacité physique à résister. La peur entretenue, la peur de la mort, la peur de ce virus mortel, etc., en répétant les chiffres à l'envi, de nouveau, c'est quelque chose qui a diminué et qui a affaibli l'aptitude mentale à résister, avec l'isolement aussi, puisque quand on se sent seul, quand on se sent isolé, c'est clair qu'on se sent moins apte à résister. Toutes les pertes d'emploi, les pertes de business aussi, toutes les faillites qui sont en train d'arriver, ça aussi, ça fout par terre évidemment le moral des troupes, ça c'est clair. Regardez encore les files d'attente que les gens étaient obligés de faire à l'entrée des magasins pour pouvoir aller faire leurs courses. Moi, je peux vous dire, habitant au Canada, quand les files ont commencé, on était encore en hiver, on devait faire la file sans aucune protection pendant parfois 1 heure pour pouvoir rentrer dans les magasins alors qu'il faisait -5, -10, -15 avec du vent, de la pluie ou de la neige. Donc tout ça, évidemment, ça affaiblissait
notre capacité. Quatrième critère, ce sont les menaces. Et évidemment, les menaces dans une torture physique ou psychologique, ça marche très très bien sur le prisonnier ou sur la victime, puisque ça permet de cultiver l'anxiété et le désespoir. Je dirais que là, les menaces, on peut en faire une liste assez importante dans le cadre de la gestion de la crise. Il y a les menaces de mort d'abord, les menaces de procès-verbaux, de contraventions, d'amendes, les menaces aussi qu'on ne reviendra jamais à la normalité, il y aura une nouvelle normalité, et la menace aussi que si on n'est pas docile, on ne pourra jamais revenir à une vie normale et on sera de façon obligatoire continuellement sous cette menace d'un virus ou alors la menace de la seconde vague, de la troisième vague, de la quatrième jusqu'à la septième vague. Je rappelle quand même que c'est Neil Ferguson qui, dans son fameux modèle qui avait annoncé des dizaines de millions de morts dans le monde et sur base duquel les pays ont décidé le confinement, Neil Ferguson avait annoncé dès le départ dans son modèle mathématique 7 vagues successives. Donc ça, c'est encore une menace qui, évidemment, affaiblit la volonté des individus. La traque des promeneurs isolés sur les plages, des nageurs isolés dans la mer, les promeneurs isolés dans la montagne en hélicoptère, quand même. Si ça, ce n'est pas une menace, si ça, ce n'est pas une torture psychologique, je ne sais pas ce que c'est. Et ça n'a aucun sens en plus, hein, parce que quel est le danger que représente une personne qui se balade toute seule en montagne ou sur la plage ou qui va nager dans la mer? Voilà. J'ai des amis en Guadeloupe qui m'ont dit que c'était hallucinant. En plus, sous le climat de la Guadeloupe, vous imaginez qu'on comprend encore moins pourquoi on ne peut pas aller nager. La menace de retirer les enfants, il y a quand même d'isoler les enfants s'ils sont testés positifs et on les met dans un lieu où on ne sait pas très bien ce qui va leur arriver. La menace d'être tracé numériquement et d'être remis en quarantaine si, sans le savoir, nous avons fréquenté quelqu'un qui était positif au Covid-19. Donc tout ça, et évidemment la menace de mourir dans la solitude, c'est vraiment assez hallucinant. Donc, bon, alors il me reste encore 4 critères, je vais aller plus vite parce que je me rends compte que je suis assez long. Les indulgences occasionnelles, donc je vais illustrer moins, mais ça c'est aussi très, très, très subtil dans les processus je dirais, de torture psychologique, c'est que le bourreau, de temps en temps, va donner une faveur au prisonnier et va lui faire plaisir. Mais le prisonnier ne sait jamais à quel moment il va recevoir une gratification et à quel moment il va de nouveau être maltraité. Et je dirais que ça procure une motivation positive à se soumettre et à être dans la conformité, parce que finalement, on se dit, mais si on est bien gentil avec le gouvernement, peut-être que le gouvernement va diminuer certaines mesures coercitives. Et en même temps, c'est une façon très subtile d'empêcher l'habitude aux privations imposées. C'est-à-dire que comme on est dans un permanent changement de règles, on ne peut jamais s'habituer, y compris à l'isolement, ou y compris, donc on était confiné, là on est déconfiné, mais on est déconfiné avec un masque, on va probablement être reconfiné, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais s'habituer à la situation. Donc, bien entendu, voilà, on nous a donné comme indulgence, vous êtes confiné, sauf si vous devez aller travailler dans un commerce essentiel. Vous êtes confiné, mais vous pouvez quand même sortir 1 heure par jour à condition de remplir un formulaire d'auto-autorisation, etc. Les compagnies de télévision ont mis en clair certaines chaînes payantes, par exemple, ou les compagnies de livraison à domicile ont proposé des livraisons gratuites. C'est-à-dire qu'on a des petites gratifications de temps en temps. Il y a les aides gouvernementales pour les entreprises ou pour les privés en disant « vous avez perdu votre travail, mais on vous donne de l'argent, etc. » On ne vous dit pas comment vous allez rembourser ça après, etc. Donc ça, c'est encore extrêmement pervers. 6e critère, toujours de Biderman, c'est la démonstration de toute puissance. La démonstration de toute puissance, c'est une façon de suggérer l'inutilité et la futilité de toute résistance. En disant, de toute façon,
on est plus fort que vous. Et ça, je dirais qu'on en a eu beaucoup d'exemples aussi dans la crise de la gestion du Covid. Déjà, la capacité qu'ont eu les gouvernements à arrêter l'économie mondiale, c'est quand même pas mal. D'avoir à la tête de l'OMS un ancien criminel de guerre qui est Tedros, les décrets et les règlements qui ont été pris par l'exécutif tout seul. Je rappelle quand même qu'une démocratie repose sur 3 piliers, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et là, tout à coup, l'exécutif seul, et encore la majorité gouvernementale, a décidé une multitude de décrets qui étaient totalement non fondés scientifiquement, qui allaient à l'encontre du bien-être des gens et en toute impunité. Donc ça, c'est une démonstration de toute puissance aussi, de dire finalement, on n'a plus besoin du législatif, on n'a plus besoin du contrôle judiciaire et on gouverne juste la majorité contre opposition. D'ailleurs, il n'y avait aucune opposition pour gérer toute cette crise, sans aucune voix discordante. Voilà. La toute-puissance aussi, c'est de décréter qu'est-ce qui est essentiel comme activité et qu'est-ce qui est non essentiel comme activité. Moi, j'ai été très choqué de voir qu'ici au Québec, par exemple, la Société des alcools du Québec a été jugée comme essentielle dès le départ, donc on n'a jamais fermé la Société des alcools, et la SQDC, c'est-à-dire la Société québécoise du cannabis, eh bien, ça aussi, ça a été jugé essentiel et c'est resté toujours ouvert. Donc, on pouvait continuer à se saouler la gueule et on pouvait se droguer sans aucun problème. Ça, c'était essentiel. Par contre, recevoir un massage, recevoir une consultation d'un naturopathe, ce n'était pas essentiel. Voilà. Donc, ça, c'est aussi une toute-puissance qui est affirmée. Et aussi, dernière chose, par exemple, l'introduction d'une application Stop Covid sur les iPhones sans aucune acceptation possible ou sans aucun retrait possible de la part des possesseurs des iPhones, par exemple. Voilà. 7e critère de Biderman, c'est la dégradation. Donc, c'est dégradation physique, mais aussi surtout dégradation de l'estime de soi. Cette stratégie, en fait, elle fait apparaître aux prisonniers ou à la personne qui est torturée, le fait que résister, ça va être beaucoup plus dommageable pour son estime de soi-même que de capituler. Donc, on lui dit finalement, écoute, tu es mieux tout de suite d'abandonner toute résistance pour l'estime de toi-même parce que sinon, tu vas devenir un sous-humain. Et effectivement, moi, ce que j'observe dans la gestion de cette crise, c'est que nous avons été réduits finalement à des préoccupations de survie animale. C'est comment est-ce qu'on va survivre par une menace invisible, comment est-ce qu'on va faire pour bouffer, comment est-ce qu'on va faire pour… voilà, les choses vraiment élémentaires. Et ce n'est pas par hasard que tout ce qui est d'ordre culturel, tout ce qui est d'ordre artistique, qui est une des caractéristiques de l'être humain, a été supprimé. Vraiment nous ramener au rang d'animaux domestiques, d'animaux domestiqués, d'animaux dressés. Pensez d'ailleurs au harcèlement de ceux qui veulent penser par eux-mêmes, au harcèlement des lanceurs d'alerte et des relayeurs des lanceurs d'alerte qui ont été insultés, qui ont été menacés, qui ont été traités de covidios. Hein, c'est un vocabulaire que j'ai entendu dans la presse canadienne. Donc, nous sommes des covidios. C'est-à-dire des idiots du Covid, etc., des théoriciens du complot. Nous avons été d'ailleurs souvent comparés aux adeptes de la théorie de la Terre plate, en disant, rendez compte, ces gens-là qui critiquent la vaccination ou qui mettent en avant l'hydroxychloroquine ou l'azithromycine, ben, ce sont les mêmes gens qui croient à la théorie de la Terre plate. C'est quand même intéressant. Il y a aussi une dégradation au niveau de la suspension de tous les soins du corps. Moi, je sais que les petites madames, les petits messieurs qui vont chez leur coiffeur, chez leur esthéticien, chez leur podologue, etc., qui vont se faire masser, etc., c'est pour l'estime de soi. Tout ça, ça a été supprimé. 8e et dernier critère, ce sont, celui-là, je l'aime bien,
Enfin, je l'aime bien, hein, évidemment, c'est ironique tout ce que je dis, mais ce sont les demandes stupides qui sont imposées aux prisonniers ou à la personne que l'on essaye de torturer. C'est-à-dire certains prisonniers, certaines personnes qu'on torture, on leur fait faire des choses complètement stupides, complètement inutiles, comme parfois, c'est comme à l'école, hein, on fait recopier 100 fois, je ne peux pas répondre grossièrement au professeur, je ne peux pas, etc. Bon, ce sont des demandes stupides qui sont imposées pour développer des habitudes de soumission, même si les demandes sont complètement stupides, inutiles ou infondées. Et là, je dirais que j'en ai fait la liste et je me dis, mais finalement, quand on nous a demandé de respecter une distance physique de 2 mètres, est-ce que c'est vraiment utile? Moi, je n'ai trouvé aucune étude scientifique qui prouve qu'effectivement, la distanciation sociale de 2 mètres est utile. Le directeur national de la santé publique, le sinistre docteur Arruda, a déclaré cette semaine dans un média mainstream que pour l'instant, on imposait au Québec le port du masque à tout le monde, pas parce que c'était utile, étant donné, il l'a dit lui-même, je le cite, étant donné que le virus n'est plus en circulation, mais pour apprendre à la population les gestes dont on aura besoin lorsque la deuxième vague sera présente. C'est quand même extraordinaire. Donc, on vous dit, vous portez le masque. Pour l'instant, ça ne sert à rien, c'est juste pour vous dresser. En fait, moi, c'est comme ça que j'entends ça, quoi. On va faire un dressage des animaux. Nous sommes réduits à des animaux qu'on va dresser à avoir les bons réflexes. Les flèches dans les magasins, je ne sais pas si en Europe, il y a ça aussi, mais au Québec, en tout cas, ils ont mis des flèches dans les magasins. Et donc, quand on entre dans une allée en contresens, on se fait engueuler par les gens qui vont dans l'autre sens parce que suivez les flèches, etc. Comme si on était mais vraiment complètement débiles. La règle aussi de 1 client par 10 mètres carrés, le fait de demander aux gens d'applaudir à 20 heures à leur fenêtre pour célébrer tous les professionnels de santé qui avaient été massacrés pendant 1 an dans toutes les manifestations de rue en France. Moi, ça aussi, ce sont des demandes complètement inutiles, complètement idiotes, mais qui permettent d'entretenir cette torture psychologique. Voilà. Alors, pour ceux que ça intéresse, évidemment, moi, je vous recommande vraiment d'aller écouter toute la vidéo parce qu'il y a beaucoup plus d'éléments dans la vidéo de Polly, donc cette lanceuse d'alerte, mais j'avais vraiment envie de vous faire comprendre que si vous vous sentez mal par rapport à tout ce que nous avons vécu ces derniers mois, eh bien, vous avez des bonnes raisons de vous sentir mal et c'est totalement légitime de vous sentir, je dirais, victime d'une torture psychologique. J'avais déjà parlé dans une de mes vidéos de traumatisme et le fait de reconnaître ce traumatisme, ce sera probablement un premier pas de reprise en main de votre pouvoir. Voilà quel était le message que je voulais envoyer aujourd'hui. Merci. Jean-Jacques, c'est vrai qu'il y a un parallèle qui est fou et ça me fait penser à cette histoire de vaccin parce que Dr Guérin, je vous ai entendu dans une vidéo parler des différentes phases en fait. Il y avait la phase 1, phase 2, phase 3 quand on développe un vaccin parce que maintenant il y a aussi beaucoup de personnes qui sont en train de se taper dessus entre celles qui disent que ça va trop vite et puis d'autres qui disent non, mais c'est la seule solution. Et d'ailleurs, même des spécialistes le disent, en tout cas en Suisse, j'en ai entendu dire que ce sera la seule façon de retourner à la normalité. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire en quoi ce qui se passe maintenant n'est pas juste par rapport au timing de développement d'un vaccin? Il y a le timing, puisque, comme on a dit tout à l'heure, effectivement, les différentes phases doivent être faites calmement. Donc là, on est en train de voir qu'il y a des compressions de timing et surtout, ça se passe au niveau des recherches de doses. Donc, on met en production une dose qui, dans ce que j'ai vu sur les phases 3, pas les doses optimales parce qu'on est allé trop vite. Donc, déjà des doses où il y a beaucoup d'effets secondaires. Quand on a un vaccin, le principe du vaccin, c'est d'éviter la pathologie, tant qu'à faire, et que ce soit le mieux toléré possible. Là, on a l'impression, avec les résultats, dont ceux qui sont parus hier dans le Lancet, on a l'impression qu'on ne prend pas du tout en compte ce paramètre
de tolérance. J'ai même vu dans le journal hier du Lancet que c'est totalement surréaliste, c'est-à-dire qu'il y a des groupes où on a ajouté du paracétamol pour atténuer les événements indésirables. Donc, c'est très, très étonnant, bien sûr. Ça, je crois que je ne l'avais jamais vu encore. Et je pense que la raison en est qu'on va justement trop vite. Donc, pour couvrir des doses qui seront peut-être excessives, on ajoute du paracétamol dont on sait que voilà, faut être aussi prudent dans son utilisation. Donc, le Covid, il faut quand même le rappeler, est une infection qui a eu une virulence importante et puis surtout qui a eu de la résonance parce que a priori, c'était un virus qu'on ne connaissait pas et nouveau, donc personne n'était vraiment immunisé, même si a priori, il y a quand même des immunités croisées avec d'autres coronavirus, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y en a des dizaines et des dizaines de corona depuis les années 50. Et du coup, si vous prenez l'étude du Lancet, vous vous dites que les gens vont faire, on va créer un mini Covid ou un Covid vrai chez ces patients. Donc, il va falloir être prudent. Hein. Moi, je ne suis pas du tout contre les vaccinations, mais je suis contre les vaccinations utiles et bien contrôlées. Hein. Par exemple, le vaccin contre la polio a quand même changé énormément de choses sur la planète. Mais là, je pense qu'on va trop vite. Voilà. Jean-Jacques, je crois que tu avais envie de faire un commentaire. Oui, non, je voulais prolonger ma question parce que j'ai entendu des gens qui sont pro-vaccin dire et affirmer que vu la mutabilité de ce coronavirus, le vaccin contre le Covid-19 serait totalement inutile et même impossible à réaliser. Et est-ce que vous avez des éléments à nous apporter dans ce sens-là ? Moi, je vais vous dire qu'on n'a pas assez de recul sur ce virus. Donc, il y a beaucoup de choses qui se disent. Je vais vous donner un exemple. J'ai été sur une chaîne de télé française et une personne de l'OMS prend la parole et dit à tout le monde, il va falloir vacciner, il faudra répéter les vaccins parce que les gens ne s'immunisent pas, etc. Et puis de toute façon, la maladie ne va pas immuniser. Et donc, avec ma casquette effectivement d'immunologiste, pour le coup, je lui dis, mais madame, comment pouvez-vous dire ça? Puisqu'elle disait ça 2 mois à peine après l'émergence du virus et du clonage, de l'identification du génome, pardon. Donc, il y a de tels mélanges à la fois d'informations, de désinformations, de mauvaises comparaisons. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de surtout voir au niveau phylogénétique comment il est classifié, ce virus, et il est classifié comme le SARS-CoV-1, entre guillemets, qui est l'agent du SRAS. Et l'agent du SRAS, on s'est aperçu que, en fait, et au Canada, vous le connaissez bien, puisque ça a été à peu près le seul pays occidental qui a eu le SRAS à cause du grand nombre de Chinois qui viennent à Vancouver. Donc, le Canada était un des seuls pays occidentaux à avoir vécu une expérience comme ça. Et le SRAS, il y a eu donc une première épidémie saisonnière, il y en a eu une deuxième, mais très petite, et puis il a disparu. Donc, on ne parle pas de mutation là, on parle d'autres émergences, mais mutation, quand on regarde la classification phylogénétique, on n'a pas eu plein de mutations de l'agent du SRAS. Donc, il va falloir creuser aussi d'où il vient ce virus parce que c'est toujours pas, les choses ne sont pas toujours claires encore. Hein. Ouais. Voilà. Mais moi, je pense que premièrement, il faut rappeler aux gens, et j'ai beaucoup voulu rappeler ça à chaque fois que j'ai fait des interventions à la télévision en particulier, qu'on a un système immunitaire et que notre système immunitaire, s'il n'est pas altéré, il nous protège. Donc, premièrement, avoir des bons taux de vitamine D en particulier, parce que dans notre culture occidentale où on est beaucoup enfermé, et en tant qu'endocrino, moi je passe mon temps à avoir des hyperparathyroïdismes secondaires à des carences en vitamine D.
déjà, remonter les taux de vitamine D de tout le monde, c'est extrêmement important. Et avec le confinement, on a aggravé ça en plus, les carences en vitamine D. Après, le stress, tout ça, ça joue sur le système immunitaire. Hein. Donc, c'est quelque chose que je connais bien parce que ça décharge c'est des hormones surrénaliennes qu'on décharge et qui alternent notre système immunitaire. Donc, il faut rappeler aux gens que quand on prend soin de soi, on a un système immunitaire qui est en capacité de nous défendre, premier point. Et puis, dans cette crise du Covid, on a quand même démontré que si on traitait les gens et qu'on les prenait en charge tôt, il y avait des traitements efficaces. Donc, les vaccins, ils se justifient aussi, surtout quand on n'a pas de traitement non plus. Donc, en matière de traitement, il va falloir faire attention sur ce qui va être communiqué aussi, parce qu'en Europe, on est très inquiet avec l'autorisation de mise sur le marché qui a été donnée au Remdesivir. Et le Remdesivir, en fait, si vous regardez les études, eh bien, il crée des insuffisances rénales en particulier. Et en France, on a des patients qui ont été traités. Donc, vous faisiez, Salim, un commentaire tout à l'heure sur ce sujet. Effectivement, on a été très surpris parce que au niveau européen, on a une agence européenne qui donne des AMM et qui peut recommander des usages. Mais en France, de toute façon, on est obligé, pour utiliser un médicament hors essai clinique, parce que les essais cliniques, c'est particulier, mais hors essai clinique, on est obligé d'avoir une autorisation temporaire d'utilisation, ce qu'on appelle une ATU, qui peut être générale ou qui peut être nominative pour une structure particulière. Et on sait qu'il y a des patients qui ont été traités sans ATU. Donc ça, je ne sais pas si c'est la NSM qui est responsable de ça. C'est possible aussi qu'il y ait eu d'autres circuits, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Et dans ces cadres d'utilisation, il y a des patients qui sont passés en dialyse avec des insuffisances rénales très sévères. Donc, c'est très inquiétant que l'Agence européenne aujourd'hui ait donné une AMM pour le Remdesivir. Et c'est très inquiétant que les pays reconnaissent cette AMM, comme pour le moment l'a fait la France en donnant une ATU de cohorte. Oui, effectivement, en Suisse aussi, le Remdesivir, on en parle beaucoup. Il y a une étude maintenant, je ne sais pas sur quel cas ils se basent pour faire leur étude. J'ai vu des appels dès l'âge de 16 ans pour participer à des études, pour voir l'efficacité de ce médicament-là aussi. En tout cas… Là, je dirais qu'il faut être extrêmement prudent. Et moi, je ne donnerai jamais l'autorisation à un de mes enfants mineurs, si j'en avais encore des mineurs, à participer à une étude comme ça. Et apparemment, c'est assez violent pour les reins. Enfin, c'est très controversé, ce médicament. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, en tout cas, on fera peut-être une fois une émission spéciale sur ce médicament, puisqu'apparemment, il est très mis en avant, en tout cas en Suisse. Docteur Guérin, je ne sais pas si vous savez, mais dans l'émission, on a une tradition, c'est de finir l'émission par un tour de table qui donne un peu d'espoir et positif. Bon, c'est pas toujours simple, vu les sujets qu'on aborde, mais chez nous, le spécialiste du sourire, c'est le docteur Tachaler. Donc, Tal, moi, je propose qu'on commence ce tour de table d'adieu positif et d'espoir avec toi. Mais mets ton micro, Tal. Mets ton micro, on ne t'entend pas. Parce que j'ai enfin trouvé la protection. Avec ça, je suis en sécurité. C'est ça ma proposition. Il faut sortir de cette énorme mythologie parce que ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que tout ce système colossal de Big Pharma, avec ses médicaments et ses vaccins, a pour but de tous nous nanoparticulariser. Et quand on aura reçu ce vaccin et ces nanoparticules, on devra tous obéir à la 5G, à un gouvernement mondial. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se joue qui est très important. Mais moi, mon espoir, c'est que l'éveil des consciences va nous permettre de bloquer. Parce que la grande chose magnifique aujourd'hui, c'est que tout ça, ça se voit. Les manipulations d'un Bill Gates, les délires de l'OMS, tout ça, maintenant, c'est visible. Et les gens, ils le voient. Le délire des masques, on vous a dit tout et son contraire. Toute cette manipulation colossale à travers les médias et les politiciens, les gens commencent à ouvrir les yeux. Et j'ai le bon espoir que dans le courant de l'été, il y aura assez de gens qui vont ouvrir les yeux pour qu'on dise « ça suffit ». Et ça a commencé à certains endroits. À Belgrade, il y a des gens, quand ils ont voulu reconfiner, ils sont allés dans la rue, ils ont dit « ça suffit » et ils sont en train de pousser le gouvernement dehors. Donc, il faut qu'on se réveille. Ce n'est pas encore le temps pour moi des actions violentes.
Je ne crois pas qu'il faut. Mais il faut qu'on diffuse ces informations et qu'on dise aux gens, on leur pose des questions. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Est-ce que vous vous rendez compte sur la direction du train? Est-ce que vous voulez rester ce train ou bien est-ce qu'on va sonner l'alarme, arrêter le train, sortir du train et créer une autre humanité que de vivre masqué toute l'année en touchant plus jamais sa grand-mère? Donc, j'ai bon espoir que nos messages et tous ceux qui font la même chose arrivent à permettre aux gens de sortir de la peur, à sortir de cette énorme mascarade et à se prendre en main, à dire maintenant, je ne vais plus obéir aux autres, je vais faire ce que je sens qui est juste. Et ça, c'est notre futur. C'est ça à quoi je crois. Salim. Pour revenir sur ce que disait Tal, je rappelle juste que pour l'obligation du port des masques, il suffit d'aller sur le site internet du gouvernement, voir les cartes du Covid, c'est les chiffres de Santé publique France, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Je suis allé sur toutes les Bouches-du-Rhône, en Bretagne, il n'y a plus rien. Il y a quelques cas d'hospitalisation, mais qui ne se transforment quasiment jamais en réanimation, donc il n'y a plus rien. Et je voulais juste rappeler, donc ils obligent les gens à porter le masque quand il n'y a plus de virus, et je rappelle que les pharmaciens ont été interdits de vendre des masques au public sous peine sous menace d'une peine de 6 mois de prison, 10 000 € d'amende. 6 mois de prison. Un pharmacien bac+6 qui, parce qu'il vend des masques au public, se transforme en dealer de cocaïne, quoi. Donc, c'est juste délirant et c'est ça ce que disait Tal. Maintenant, ça se voit quand même. Alors, peut-être que les gens ont oublié ce décret de mars 2020, mais on leur rappelle, on leur rappelle aussi les déclarations d'Olivier Véran. Le masque en port général ne sert à rien. Et aujourd'hui, 135 € d'amende. Si vous ne le portez pas 2 fois en 15 jours, c'est, je crois, 3 750. La 3e fois en 30 jours, c'est case prison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on a sorti des prisonniers parce qu'il y avait une surpopulation carcérale pour ne pas qu'ils chopent le Covid bêtement en prison, pourquoi pas. Par contre, vous avez des nouveaux arrivants. Pourquoi vous êtes rentré, monsieur? Vous avez poignardé quelqu'un? Vous allez braquer une banque? Non, j'ai juste pas mis le masque. C'est juste parfait. C'est un sketch, franchement. Il y a juste à voir ce qui se passe. C'est à mourir de rire. Donc, je voulais juste parler rapidement du docteur. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est sur Fox News. Le docteur, le PhD de l'université de Yale, School of Public Health, Harvey Hirsch. Alors, le professeur Perron nous avait dit que l'utilisation d'hydroxychloroquine aurait pu sauver 25 000 personnes. Et en fait, le professeur Harvey Hirsch, c'est une des meilleures écoles américaines, donc quelque part mondiale, de santé publique. Elle a plus d'1 siècle. Et il a dit que l'utilisation massive sur tout le continent américain, sur les États-Unis d'Amérique, je veux dire, aurait pu sauver entre 75 000 et 100 000 personnes. Et ils en sont aujourd'hui à 147 000, 148 000 décès. Donc voilà, c'est juste le triple. C'est une excellente nouvelle. C'est la bithérapie d'hydroxychloroquine azithromycine fonctionne, peut-être pas partout, tout le temps, chez tous les patients, pas à n'importe quand, c'est-à-dire au début de la pathologie, mais voilà, c'est quand même très bonne nouvelle. On n'arrête pas de dire sur les médias qu'il n'y a pas de traitement. Il y a des médecins qui osent dire ça. C'est un mensonge. Alors là, pour le coup, c'est une fake news. Merci Salim. Docteur Guérin, là, je suis obligée de vous passer la parole par rapport à ça, parce que là, au niveau des traitements et de la prescription, s'il vous plaît, donnez-nous un peu d'espoir pour la fin de cette émission. Une bonne note. Toujours très positive. Donc, moi, je vais encourager les personnes qui vous écoutent et qui nous écoutent à prendre soin d'elles-mêmes et avoir conscience déjà qu'on a un système immunitaire qui est à notre service et qui veille pour nous et que si on prend bien soin de nous, beaucoup de choses positives vont se passer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vais rappeler que le contact entre nous est extrêmement important et que, par exemple, quand on isole des bébés qui ont été des expériences qui ont été faites dans des temps malheureux et qu'on les séparait de leur mère, même si on leur donnait à manger ou autre,
mais le fait de ne plus les toucher, de les caresser, de les prendre dans les bras, faisait que ces enfants mouraient et que nous sommes des êtres, effectivement, où la relation est très importante et le toucher, on a 5 sens. Donc moi, je vais toujours sur les 5 sens. Pourquoi? Parce qu'ils sont extrêmement importants, ils nous permettent de nous connecter avec notre instinct et que notre instinct, qui est individuel, différent pour chaque personne, en tout cas, il est à notre service et que si on apprend à bien écouter notre instinct et à se reconnecter avec ça, parce que on nous déconnecte beaucoup dans l'éducation avec nos 5 sens en particulier, mais que si on se reconnecte avec ça, avec nos sensations profondes, en général, on sait ce qui est bon pour nous. Voilà. Donc, moi, je suis plutôt optimiste. J'ai l'impression que les réseaux sociaux posent parfois problème, mais surtout dans cette crise, on fait beaucoup de bonnes choses, c'est-à-dire que ça a connecté les gens, même si ce n'est pas en contact direct, mais ça a connecté beaucoup de monde sur la planète. Et pour finir, je dirais que moi, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie et que j'ai toujours trouvé les citoyens, les gens formidables. Donc, quand il n'y a pas des enjeux de pouvoir ou autre, où que vous alliez sur la planète, on arrive à connecter le plus beau des êtres humains. Donc, voilà, j'encourage tout le monde à bien aller dans ce sens-là, parce que vraiment, ça peut être très beau et très joyeux. Ah, merci, docteur Guérin. Franchement, docteur Guérin, ça me fait super plaisir d'entendre vos paroles parce qu'on n'a pas non plus l'habitude d'entendre souvent les médecins, c'est bizarre, hein, mais rappeler tout ce que vous venez de dire, ça fait du bien à entendre. Et Jean-Jacques, toi qui nous a donc finalement démoli avec les 8 points de torture psychologique que nous venons de subir depuis certains mois, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je rappelle que mon intention, c'était juste de mettre en place le premier pas d'un processus de guérison. C'est comme les alcooliques. Tant que les alcooliques ne reconnaissent pas qu'ils sont alcooliques, ils ne peuvent pas rentrer dans un processus de guérison. Donc, c'est un peu la même chose. Les traumatisés, tant qu'ils ne reconnaissent pas qu'ils ont subi un traumatisme, ils ne peuvent pas s'engager dans un processus de guérison. Donc, je rappelle que mon intention était absolument bienveillante. Alors, moi, je vais prendre un joker puisque je vais faire 2 finales. La première, c'est au nom de Sophie Meulemans, qui n'est pas avec nous aujourd'hui parce qu'elle est totalement prise par énormément d'engagement en Belgique et elle m'a demandé de simplement dire aux professionnels de santé en Belgique, donc que ce soit les médecins généralistes, les spécialistes, les pharmaciens, les psychologues, cliniciens, les docteurs en psychologie, les infirmiers, kinés, dentistes, etc. Enfin, tous les gens qui travaillent au service de la santé d'une manière ou d'une autre, que s'ils trouvent que la liberté de soins, le choix, l'information en santé sont importants et qu'ils recherchent un groupe d'action, eh bien, ils peuvent contacter Initiative Citoyenne, donc qui est ce groupe cofondé par 3 femmes au moment de la grippe H1N1 en 2009. Donc ça a été, je dirais, un bon effet secondaire de la grippe H1N1, c'est qu'il y a 3 femmes qui se sont mises ensemble pour donner de l'information moins, je dirais, moins polluée par les conflits d'intérêts. Voilà, donc on laissera évidemment les coordonnées d'Initiative Citoyenne sous cette vidéo. Et alors, en ce qui me concerne, je voulais donner comme conseil positif ce que j'ai dit à ma communauté dans ma dernière conversation du lundi, c'est-à-dire peut-être d'arrêter pour quelques semaines, d'arrêter d'essayer de convaincre ceux qui ne sont pas encore conscients, d'arrêter d'essayer de les convaincre qu'ils sont dans l'erreur ou d'arrêter d'essayer de les convaincre que nous sommes dans une manipulation mondiale, etc. En fait, je me rends compte, en écoutant les milliers de feedbacks que je reçois, qu'on est arrivé à un moment où il y a une saturation de la part des gens qui sont complètement formatés, complètement dans cette propagande, et que pour l'instant, c'est contre-productif à tous les niveaux de continuer à essayer de convaincre à tout prix les personnes. C'est contre-productif parce que ça les met de plus en plus en résistance, mais c'est contre-productif aussi parce que ça crée de plus en plus de violence interpersonnelle, ça crée une fracture sociale de plus en plus grande, et je pense que vous qui nous écoutez et qui avez commencé à vous éveiller il y a quelques semaines ou quelques mois,
c'est peut-être important de prendre soin de la cohésion sociale et de dire, eh bien, pendant quelques semaines, prenons un pas de recul, arrêtons d'essayer de convaincre et prenons soin de nous, prenons soin de ce qui nous fait du bien, prenons soin du lien social. Quand on rencontre des amis ou des connaissances, peut-être de se donner comme consigne, c'est ce que je fais aussi lorsque je reçois des amis, je leur dis, bon, est-ce que ce soir on pourrait parler de tout sauf du Covid-19. Et ça, je trouve ça génial de recréer justement ces liens sociaux de façon positive et de ne pas être dans cette monopolisation de la perception, qui était le deuxième critère de Biderman en disant on ne parle plus que d'une seule chose, c'est du Covid-19. Ben, tiens, est-ce qu'on pourrait se retrouver entre amis et parler de toute autre chose sauf du Covid-19? Voilà mon conseil pour cette semaine et pour les prochaines semaines. Merci Jean-Jacques. Effectivement, on a toujours dit que pour éviter les problèmes à table, il ne fallait pas parler de religion et de politique. On peut rajouter donc du coup le Covid en troisième Exactement. et première position pour le coup, parce que c'est vrai que ça monopolise tout le discours. Merci en tout cas à tout le monde d'avoir été dans cette émission. C'était vraiment très intéressant. Docteur Guérin, de vous écouter et j'espère qu'on vous accueillera à nouveau dans une prochaine émission parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et on va voir comment ça évolue. J'ai l'impression que tout s'accélère aussi depuis un certain nombre de jours. En tout cas, en ce qui me concerne, je vous encourage vraiment aussi à rester droit dans vos bottes, à vous focaliser sur ce que vous voulez, ce que vous aimez, les gens qui vous font du bien, d'utiliser les réseaux sociaux comme des outils et puis de savoir mettre un stop aussi, de le lâcher, de vous autoriser peut-être pour les grands accros parce qu'on sait que ça crée des dépendances folles. Donc moi, c'est vrai que je m'en suis rendu compte aussi parce qu'à force et à tout ce phénomène, on en parlera et je ferai peut-être une fois une chronique là-dessus, sur ce phénomène d'addiction aux notifications. Ça, c'est très connu. Et puis au final, on passe son temps dans une réalité qui n'est pas toujours la réalité, c'est-à-dire l'algorithme qui a choisi ce qu'est l'univers pour vous. Alors moi, je vous encourage à faire ça pour cette semaine, parce que c'est toujours très précis avec moi. Alors, essayons pour les plus grands accros de laisser le téléphone 1 heure par jour, loin de vous et de quitter la maison, de le laisser peut-être soit dans votre voiture et vous allez vous promener, mais sans votre téléphone et vous allez voir, ça ne vous paraît rien comme ça. Vous allez vous dire, quand vous ne l'avez pas, vous êtes toujours en train de le chercher. Et puis pour les personnes qui ont déjà expérimenter ce step-là, eh bien de s'en débarrasser peut-être pour une demi-journée, voire une journée complète et vive la liberté. Voilà les amis, c'est un grand plaisir de passer ce moment avec vous. J'ai un scoop. Oui, Tal. J'ai un scoop. J'ai le prochain masque qui va être rendu obligatoire. Ah oui, c'est celui-ci. C'est le masque du clown. Parce que quand on va rire de tout ça, on va tous se guérir et on va tous rire en pensant à cette époque des masques qui nous empêchaient. Et là, on va simplement s'amuser tous ensemble. Voilà. Le futur masque. Oui, Tal, c'est vrai. Il faut vraiment rire. En tout cas, la semaine prochaine, normalement, je vous l'annonce déjà, on aura une émission basée sur des choses positives, sur des solutions, sur des conseils. On va vraiment faire, en fait, finalement, je l'espère, une émission en partie 3 permanente, c'est-à-dire quelque chose de positif pour aller tous ensemble dans quelque chose qui nous fait du bien. Voilà. Alors, je vous souhaite, au nom de toute l'équipe, une superbe fin de semaine. Merci, Dr Guérin, encore infiniment d'avoir partagé ce long moment avec nous. Et puis, je vous dis à très vite. Au revoir. Merci. Au revoir.